je veux rappeler que les prix de l'énergie connaissent depuis fin 2021 des hausses successives importantes. Et nous tenons bien naturellement à relever dans les initiatives gouvernementales le bouclier tarifaire qui s'est mis en place le 31 décembre 2022, qui a permis le gel du prix du gaz au prix du 1er novembre 2021 et de limiter l'augmentation de l'électricité en 2022 à 4%. Cependant, nous sommes devant une flambée du prix de l'énergie. De nouveaux records sont battus pour le prix de l'énergie, particulièrement l'électricité, et ce n'est pas sans conséquence sur la facture des ménages et particulièrement, bien sûr, des locataires. Lors d'une conférence de presse que la Fédération avait tenue le 16 février dernier, nous avions alerté les pouvoirs publics et demandé que des mesures touchent les locataires. 7 mois plus tard, on s'aperçoit que la situation reste très difficile, pour ne pas dire explosive, pour les locataires, en dépit des mesures annoncées par le gouvernement le 14 septembre dernier, que je salue d'ailleurs, qui était le prolongement du bouclier tarifaire, la hausse du prix des gaz et de l'électricité bordée à 15% et le chèque énergie exceptionnel pour l'accompagnement spécifique des ménages modestes. Pas des ménages modestes, des ménages à revenus modestes. Excusez-moi. Il y a encore, malgré cela, un autre sujet qui n'est pas abordé et sur lequel on attire votre attention, c'est l'électricité achetée par les bailleurs aux tarifs non réglementés. Et ça, pourquoi? Tout simplement parce que des résidences sont chauffées de façon collective à l'électricité, mais c'est aussi l'éclairage des parties communes, les ascenseurs, les VMC, qui sont des dispositions qui actuellement ne sont pas prises en compte. Je sais que le gouvernement réfléchit à des dispositions particulières pour prendre en compte cette situation. Cependant, j'ai souhaité que 4 collègues des offices puissent donner à comprendre la situation que nous connaissons dans les organismes d'HLM. C'est pourquoi j'ai demandé à Valérie Mescoulès, qui est la directrice générale de Caen-la-Mer Habitat, à Guillaume Couturier, qui est le directeur général de Habitat de Haute-Alsace, de Bertrand Prat, directeur général de Seine-Saint-Denis Habitat, et enfin de Vincent Perronneau, directeur général de l'OPAC de l'Oise, à ces 4 personnes qui dirigent des offices, de faire part un peu à chacune et à chacun d'entre vous les situations que nous connaissons dans les organismes d'HLM. Vous aurez après l'occasion, en tant que journaliste, éventuellement de faire préciser les choses et de les interroger. Ils seront à votre disposition, comme peut l'être à mes côtés Laurent Goyard, qui est le directeur de la fédération. Donc, je vais demander dans l'ordre, Valérie, tu pourrais commencer, puis après il y aurait Guillaume, Bertrand et Vincent. Valérie, nous t'écoutons. Merci Marcel, bonjour à tous. Caen-la-Mer Habitat, c'est un peu plus de 10 000 logements familiaux, une très grosse partie, 60% en quartier politique de la ville, donc avec une occupation très sociale, et 80% du parc en chauffage collectif, avec chaufferie gaz classique, on va dire, pour environ 43%, et puis réseau de chauffage urbain, chaufferie bois et complément gaz pour le reste, donc grosso modo un tiers de notre patrimoine. Nous sommes, sur un système historique, on va dire, d'achat de gaz à nos exploitants. Donc on est très dépendant du prix du gaz. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, le prix du gaz était excessivement bas, historiquement bas, et que donc la marche est d'autant plus haute par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Simplement 2-3 chiffres pour vous donner un ordre d'idée. En 2020, on était sur une moyenne de 10 euros le mégawattheure, donc au niveau du prix du gaz et donc de la facturation de la dépense aux locataires. Aujourd'hui, on est sur, même si on considère le bouclier tarifaire, on est quand même à 64 ou 65 euros. Et si on était
au niveau du prix du gaz réel, on oscille entre 150, 200, voire plus sur certains jours ou certains mois. Donc forcément, la dépense de chauffage constitue collectif, hein, quittancée à nos locataires, constitue une part de plus en plus significative de la quittance, hein, en part de loyer. Et sur un 3 pièces moyen, on est passé de 30 € à peu près quittancé par mois, donc lissé sur l'ensemble des mois en dépenses chauffage. On estime que ce sera 81 € pour le même logement en 2022 avec le bouclier tarifaire. Et si on projetait l'arrêt, parce que voilà, pour donner un ordre d'idée, il faudrait doubler encore pour atteindre effectivement, ou tout du moins quittancer la dépense réelle hors bouclier tarifaire. Donc 180 € à peu près avec le bouclier tarifaire. Forcément, c'est moins d'impact, mais ça reste un impact extrêmement important quand même pour nos habitants. Ce que je voulais rajouter quand même, c'est qu'on n'est pas du tout dans des patrimoines énergivores ou passoires énergétiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des étiquettes, on va dire, classiques, C ou D. Donc, on a déjà fait des travaux d'amélioration énergétique. On est déjà à 19 degrés moyens. On a déjà un certain nombre d'équipements qui nous permettent de mieux réguler le gaz. Donc, on a effectivement assez peu de marge de manœuvre. Et puis, quelque chose dont on n'a pas forcément encore parlé, je vous disais tout à l'heure qu'on avait un tiers de notre parc en réseau de chaleur urbain, notamment chaufferie bois. Le prix du bois et donc de l'énergie bois a aussi énormément augmenté. Et aujourd'hui, je n'ai pas entendu ou capté d'annonce par rapport effectivement à un éventuel bouclier tarifaire sur les autres sources d'énergie et notamment celle-ci. Voilà, après, je suis à votre disposition pour en dire plus. C'était simplement pour vous donner effectivement un ordre d'idée de la charge de chauffage, considérant en parallèle que l'APL n'a pas augmenté et que le forfait charge de l'APL est toujours resté au même niveau, forcément très, très en deçà du coût réel, y compris avec le bouclier tarifaire. Donc, merci Valérie. Hein. Je pense que les propos que tu as tenus sont tout à fait clairs. Je vais passer la parole à Guillaume. Si tu veux bien, Guillaume, prendre la parole maintenant. Oui, bonjour à tous. Alors désolé, j'ai une très mauvaise communication, enfin, un très mauvais réseau, donc je ne suis pas sûr que vous m'entendez bien. Je ne vous entends pas très très bien. J'espère que ça va le faire. Donc Habitat de Haute-Alsace, dont j'assure la direction, c'est l'office départemental de la collectivité européenne d'Alsace qui intervient sur le département du Haut-Rhin. On a 10 000 logements aujourd'hui. On est essentiellement alimenté en chauffage gaz historiquement. C'était une politique qui a été mise en œuvre depuis une dizaine d'années. Donc, la moitié de notre parc qui est chauffé collectivement, l'autre moitié est chauffée de manière individuelle. L'enjeu pour nous aujourd'hui, effectivement, c'est sur la moitié de notre parc, 5 000 logements, qui sont globalement chauffés tous en chaufferie collective gaz, à part quelques réseaux de chaleur à la marge, du fait qu'on est un office départemental, on n'est plus en zone urbaine où il y a des réseaux de chaleur. Donc nous, effectivement, comme ma consoeur, on a relancé notre consultation pour être alimenté au niveau des chaufferies collectives à compter du 1er janvier 2023, suite à l'obligation qui nous a été imposée en 2021 d'aller sur les marchés concurrentiels pour le gaz. Et aujourd'hui, très clairement, cette reconsultation nous a conduit à avoir… Donc on est passé à une situation qui est effectivement particulièrement favorable, avec un coût de la molécule qui était très faible en 2020, c'était une situation favorable. Aujourd'hui, à une explosion stratosphérique des coûts, on arrive à une amplitude aujourd'hui de x3 qui est pour nos locataires, si on parle au niveau de la provision, où on inclut dedans l'ensemble des autres coûts indirects liés à l'entretien des chaufferies, à l'électricité qui alimente les chaufferies, à toutes les taxes annexes, à une moyenne de 145 € par mois pour nos locataires s'il n'y avait pas le bouclier tarifaire. Donc, la mise en œuvre du bouclier tarifaire au 1er janvier va ramener cette augmentation moyenne à 105 €, mais nous aurons toujours des écarts allant de 20 à plus de 300 € sur les situations des locataires. Donc, certains des locataires vont avoir, malgré le bouclier tarifaire, je dirais des augmentations de près de 300 € pour faire face à leur consommation énergétique. En sachant qu'effectivement, notre patrimoine est comme notre consoeur de bonne qualité. On est situé dans l'est de la France, donc traditionnellement, on est très vigilant
travailler thermiquement notre parc parce qu'on est confronté à des périodes froides longues et assez sévères. Donc, on a un parc de bonne qualité, mais aujourd'hui, on est confronté à une situation exogène à notre fonctionnement qui conduisent à des augmentations un petit peu ce que ça pouvait induire au niveau de la quittance moyenne d'un locataire. Donc la quittance, Guillaume, pardon. Il faudrait que tu reprennes ce que tu disais là, parce qu'on ne l'a pas entendu là. Hein, ah, pardon. Alors, je ne sais pas où, à partir de quand, à partir de moment vous n'avez plus entendu. Donc, ce que j'expliquais globalement. Après les 300 €. Après les 300 €, tout à fait. Voilà. Ce que je disais, comme ma consoeur, j'expliquais que malgré cette réalité-là, malgré ces montants-là, on a un parc qui est plutôt performant énergétiquement, parce qu'on est situé dans l'est de la France, donc on est traditionnellement confronté à des hivers rigides, rudes et sévères. Donc on a un parc qui a été travaillé et réhabilité de manière massive depuis de nombreuses années. Et malgré ces engagements, ces investissements massifs, nos locataires vont être en fait une situation qui est insupportable. Et pareil, pour donner quelques exemples précis sur une situation personnelle d'un F3 moyen. Donc aujourd'hui, la quittance, ça globalise la totalité des charges des loyers de l'ordre de 473 €. On passerait sans le bouclier à 606. Donc ça fait effectivement une augmentation de 44%, qui est relativement difficile, qu'on imagine que les appels vont être revalorisés que de 3,5. On voit le delta est déjà insurmontable pour une grande partie de nos locataires. Et grâce au bouclier tarifaire du 1er janvier 2023, on va limiter, entre guillemets, cette augmentation à 579, soit une augmentation de 22%. Donc on voit que le bouclier, certes, atténue cette augmentation, mais est loin du compte pour les locataires qui sont fragilisés pour une partie d'entre eux. Donc, on est en face d'un vrai enjeu, je dirais, pour nous, d'urgence sociale, quelque part, parce qu'on sait d'ores et déjà qu'on va avoir des difficultés massives avec les chiffres qu'on vous indiquait, en particulier sur le fait que nous avons dû contractualiser, nous, sur un contrat de 3 ans. J'insiste aussi sur cette réalité-là. Pour obtenir des prix qui sont d'ores et déjà insoutenables, on a dû contractualiser sur 3 ans. Si nous ne l'avions pas fait, nous serions arrivés sur des prix qui étaient, je dirais, inimaginables. Voilà. Les fournisseurs avaient des conditions tarifaires qui étaient inimaginables sur 1 an, 2 ans. Donc, nous avons été obligés, pour le rendre supportable, sur 3 ans. Mais l'enjeu pour nous du bouclier tarifaire en 2023, c'est une exigence sociale. Le questionnement pour nous, c'est quid des années futures lorsque cette situation va perdurer, malheureusement pour nos locataires. Voilà. Je te remercie beaucoup, Guillaume, de ces précisions qui montrent qu'avec le bouclier fiscal, on part d'une quittance de 476 € à 579, ce qui fait effectivement 305 € de plus par mois pour chacun des locataires, ce qui est quand même quelque chose de très important, malgré l'impact du bouclier. Je passe la parole maintenant à Bertrand, Seine-Saint-Denis Habitat. Oui, bonjour à tous. Juste une seconde, vous aurez remarqué qu'on a fait un peu le tour de la France quand même. Allez, vas-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Donc oui, bonjour à tous. Je suis le directeur de Seine-Saint-Denis Habitat qui compte 33 000 logements en Seine-Saint-Denis, dont 76% situés en QPV. Et autre donnée à prendre en compte, 49% des locataires de notre parc ont des revenus de personnes seules inférieurs à 800 €, c'est-à-dire parmi les revenus les plus bas. Donc, la situation de Seine-Saint-Denis Habitat est la suivante. Nous avons un marché aujourd'hui de l'électricité qui s'achève le 31 décembre 2022 et nous devons trouver un nouveau fournisseur d'électricité et de nouveaux prix pour chauffer à la fois tous nos locaux administratifs, chauffer, éclairer les parties communes. Éclairer les parties communes des immeubles et dans un certain nombre de résidences, 850 sur le parc, chauffer collectivement à l'électrique les appartements, les parties privatives des locataires. Donc, nous n'avons pas attendu le dernier moment pour commencer à regarder quel était l'état du marché. Nous avons pris un AMO, nous avons passé un accord cadre, nous avons 3 fournisseurs potentiels d'énergie bien connus que sont EDF, Engie et Total Énergie. Et lorsque nous faisons des simulations
au 31 août, par exemple, nous avons un facteur 6 ou 7, c'est-à-dire que au lieu de payer 150 à 200 euros l'électricité livrée, c'est-à-dire non seulement le coût de l'électron, mais comprenant le transport, l'abonnement jusqu'au client final, nous passons de 150 à 200 euros à 1000 à 1200 euros, ce qui représente sur les charges pour les parties communes une augmentation de 600%, on passe de 10 euros à 60 euros par mois. Et ce qui est encore plus considérable pour les logements qui sont chauffés en système collectif électrique, puisque là, on passe de 65 euros mensuels moyens pour un T3, comme on a l'habitude de prendre ces références, à environ 400 euros. Donc là, ils ont la totale, la répercussion des parties communes, plus l'augmentation considérable du coût de chauffage. Donc, nous avons alerté, nous avons déjà alerté, nous avons écrit au ministre, nous avons bien pris en compte le fait que le gouvernement travaillait pour mettre en place le bouclier paritaire pour ne pas nous soumettre au marché de l'électricité parce qu'au bout du compte, nous ne sommes que des intermédiaires vis-à-vis de particuliers et de particuliers aux revenus particulièrement modestes. Et donc, ça, nous l'avons entendu. Nous avons entendu le plafonnement à 15%, comme le rappelait Marcel Rochemont au début de cette conférence de presse. Pour autant, nous avons un sujet concret, c'est que fait-on? C'est-à-dire, là, on a un collègue qui a passé un contrat pour les 3 années qui viennent, qui risque d'avoir des prix extrêmement élevés pour les 3 années qui viennent, quand l'énergie aura retrouvé un coût à peu près normal et que le fleuve sera rentré dans son lit. Mais effectivement, on est plusieurs à devoir faire le choix en ce moment, avant le 31 décembre, de savoir si on signe ou pas un contrat avec des prix exorbitants parce que dépendant des cours du marché, qui sont extrêmement volatiles, des contrats pour lesquels on a des offres pour lesquelles on a 4 heures pour accepter l'offre, pas plus. Enfin, on n'a jamais vu ça en marché public. On reçoit une offre à un moment donné, on nous dit vous avez 4 heures pour accepter ou pas, et vous en prenez pour très cher si c'est pour 1 an, très cher mais un peu moins si c'est pour 2, encore un peu moins cher si c'est pour 3, mais à des tarifs qui seront de toute façon prohibitifs par rapport à ce qu'on connaîtra dans 2 ou 3 ans. Donc, ce qu'on demande, enfin ici, et je me fais le porte-parole d'autres collègues, hier j'ai eu Emmaüs Habitat. Emmaüs Habitat, ils sont dans une situation encore plus tendue que Seine-Saint-Denis Habitat. Eux, ils n'ont plus de contrat au 30 septembre. Donc hier, ils devaient ouvrir les plis hier après-midi. Et il est dans la même situation que nous au regard d'un certain nombre de logements chauffés avec un système collectif électrique. Il a 883 logements en chauffage électrique et s'il applique les simulations qu'il avait, les charges vont faire un bond de 80 euros à 300 euros par mois pour évidemment des locataires en situation particulièrement difficile, bien souvent financièrement. Donc, voilà, je me fais un petit peu son porte-parole, il m'autorise à le faire. Il ne sait pas non plus quoi faire. Et s'il signe un marché pour avoir l'électricité au 1er octobre, il veut être sûr que le bouclier tarifaire ou les mesures mises en place par le gouvernement seront bien rétroactives, qu'elles prendront bien la situation à compter du mois d'octobre ou à compter du mois de septembre, comme on a pu le faire pour le gaz, et qu'elles seront calculées sur un tarif raisonnable, même s'il est augmenté de 15% pour participer à l'effort collectif national, etc., qu'on peut comprendre, mais qu'on ne sera pas dans des trucs de l'ordre de plusieurs centaines de pourcents, parce que les charges font x2, x3, x4, x5, x6, en fonction des fluctuations du marché. Voilà, le problème qu'on a, c'est des mesures concrètes tout de suite, comment ça va se calculer tout ça, comme on a réussi à le faire pour le gaz à un moment donné en début d'année, où en février, les offices ou les organismes HLM n'étaient pas couverts, et puis en mars, ils l'étaient parce qu'on s'est mobilisé. Et Bertrand, si je comprends bien la situation pour un T3, on passe, pour un T3 chauffage électrique collectif, on passe de 75 euros à 460 euros. À 400 euros à peu près. 400 euros.
Ça, c'était le prix au 31 juin. Oui, mais je mettais les parties communes en plus. Ah ouais, si on met les parties communes en plus, oui. Ben ça, c'est la totale, effectivement. La totale, tu passes de 75 à 460. Je rappelle ça parce que c'est quand même pas simple. Et ce passe Manus Habitat que tu rappelais à l'instant, c'est de même ordre pour tes locataires, quoi, hein. Donc, je voulais le signaler. Ça équivaut à un loyer. Oui, exactement, hein. C'est pour ça que c'est diabolique, cette affaire. Vincent, vas-y. Bonjour, Vincent Perronneau, directeur général de l'OPAC de l'Oise. Nous comptons 30 000 logements, dont 11 000 qui sont chauffés en chaufferie collective, principalement gaz, mais aussi quelques réseaux urbains qui de plus en plus utilisent le bois. Moi, je voulais revenir effectivement, comme mes collègues, les hausses sont très conséquentes sur l'ensemble des énergies, hein, électricité et gaz. Et je voulais revenir en particulier sur notre difficulté à passer ces marchés et à les avenanter, parce qu'une des grandes négociations que nous menons en ce moment, c'est d'essayer de désensibiliser ces marchés par rapport à un indice qui est le PEG. Je vais me permettre d'ailleurs de partager un tout petit peu un écran avec vous concernant cet indice. Voilà l'évolution du PEG depuis 2012. Donc, on voit que c'est le prix du gaz à acheter à un mois sur les marchés. On voit qu'il est stable de 2012 à septembre 2021 et que tout d'un coup, bien avant la crise ukrainienne, il s'envole à des niveaux astronomiques. Cette évolution, il faut bien voir qu'en code des marchés publics, si on doit casser un marché avec un fournisseur de gaz, on prend des pénalités monstrueuses. Donc, on n'est même pas en capacité de casser ce marché. Et le PEG est un indice qui a été imposé par la loi Égalité et Citoyenneté, donc en 2020, alors qu'auparavant, on avait quand même des indices ou des marchés beaucoup plus administrés. Et ce PEG est tellement volatile qu'il a atteint effectivement 350, alors que nous-mêmes, on avait signé notre coût de la molécule à 6 € du mégawatt. Autant vous dire que là, on a des marges qui explosent chez nos fournisseurs d'énergie, que ces marges sont pour le moins indécentes, et que quand le bouclier tarifaire arrive, en fait, il ne fait, par rapport à la fuite, que office de serpillière et bassine, c'est-à-dire qu'il ne colmate pas du tout la fuite, et que la vraie solution, c'est de revenir de façon drastique sur la libération du prix des énergies qui a été une résultante d'un certain nombre de directives européennes. Je sais que, y compris le MEDEF récemment s'est prononcé pour un prix administré de l'énergie. L'Espagne l'a fait. Les coûts, il faut bien avoir ça en tête. Ce que je vous ai montré, ce ne sont pas les coûts d'achat de nos fournisseurs d'énergie, hein. Nos fournisseurs d'énergie se couvrent, ils ont des salles de marché entières, ils se couvrent avec des marchés à terme, ils se couvrent avec des produits financiers qui les sécurisent par rapport à une éventuelle baisse de ce coût-là. Mais par contre, nous, on est facturé, comme le disaient mes collègues, à 1 000 € du kilowatt sur l'électricité, à 350 € du mégawatt sur le gaz, qui sont totalement injustifiés et qui génèrent les profits que vous avez pu lire ici et là chez les énergéticiens. Et donc, en faisant payer le bouclier tarifaire par l'État français, c'est quelque part nous collectivement qui nous endettons sur le long terme pour payer des marges hallucinantes. Voilà ce sur quoi je voulais insister. Je te remercie, Vincent. Pourquoi la Fédération des offices a fait ou propose 7 propositions. Ces 7 propositions, c'est d'abord l'extension du bouclier tarifaire aux immeubles avec chauffage électrique collectif. On a vu des exemples et pourquoi il faut absolument que ça puisse se réaliser. C'est en discussion. Et l'extension du bouclier tarifaire pour les achats d'électricité pour les parties communes. Là encore,
c'est des choses qui sont en discussion, mais vous avez vu tout à l'heure dans les exemples que ce n'est pas neutre, hein, c'est-à-dire que quand on passe de 10 € à 60 €, c'est 50 € de plus par mois, là encore avec des ménages qui ont des revenus très faibles. La troisième proposition que nous faisons, c'est que les conditions de ce bouclier tarifaire y ait une rétroactivité au 1er octobre 2022, comme pour le bouclier gaz. L'idée serait de se baser sur le tarif réglementé de plus 15%, ce qui est quand même déjà beaucoup. Enfin, le versement d'un chèque énergie directement aux organismes d'HLM pour les locataires bénéficiant d'un chauffage collectif. Ça simplifierait largement les choses. Après, la revalorisation du forfait charge des APL, on l'a examiné tout à l'heure, le forfait charge est lié à la situation économique des locataires. Il n'en reste pas moins que par rapport à cette augmentation, même avec le bouclier tarifaire, il y a un problème. Et nous souhaitons donc cette revalorisation du forfait charge des APL. Sixième proposition, c'est une augmentation de la contribution des énergéticiens au financement des FSL. Les fonds de solidarité logement sont alimentés, j'allais dire modestement, sont alimentés par les énergéticiens, mais il faudrait qu'ils mettent un peu la main à la pâte, un peu plus fortement que ce n'est actuellement. Enfin, nous appelons naturellement, compte tenu des situations multiples que l'on vient de décrire, nous appelons à une réforme structurelle du marché de l'énergie au niveau européen. La désindexation des tarifs du gaz, ceux de l'électricité, la mise en place d'un plafonnement des prix, une indexation des prix sur des index moins volatiles et non dépendants du marché, ou moins dépendants du marché. Bref, il y a là un vrai problème sur le plan européen et nous appelons vraiment l'attention de l'Union européenne sur ce qui se passe ici, chez nous, en France. On l'a vu dans la basse Normandie, on l'a vu en Alsace, on l'a vu dans l'Oise, on l'a vu en Île-de-France. On voit bien qu'indépendamment de ça, dans d'autres pays, la même question se pose, et notamment vis-à-vis des ménages ayant les revenus les plus modestes. Ce sont les 7 propositions que la Fédération des offices met au débat et suggère au gouvernement d'en tenir compte le plus rapidement possible.